Je voudrais saluer bien sûr l'ensemble des membres du conseil municipal, remercier le public qui nous fait l'honneur d'assister à cette séance et je déclare ouvert le conseil municipal de ce mardi 20 février 2024. Je vais donc commencer par l'appel. Bernard Gérard présent, Loïc Catelin, présent. Émilie Boulet, Pierre Verlet, Valérie Duparc, Nicolas Papiachvili est excusé, a donné pouvoir à Loïc Catelin, Françoise Goube, Pascal L'Herbier, Catherine Jonquet est excusée, a donné pouvoir à Émilie Boulet, Alain Chastan, Janine Chaffier est excusée, a donné pouvoir à Pierre Verlet, Didier Hélard, Marie-Pierre Jansin s'est excusée, a donné pouvoir à François Rocher, Jean-Louis Munch. Ah bon. Valentina Croûte, Annie Delobel, Didier Lemaître, Marc Delery, Pascal Hubert, François Rocher, Pierre-Alain Auberger, Éric Gillet, Béata Janssen, Patricia de France, Marie Comtois, Véronique Savignac, Jérôme d'Allongeville, Valérie Barre, Valérie Denaison, Véronique Ardouin, Augustin Huglot, Raphaël Charpentier, qui va peut-être nous rejoindre, Louis Rondoux, Stéphane Defamy, Philippe Crépel, Laurent Séaille, Odile Vidal-Sagné, Jean-François Pichon et Denis Tonnel. Je constate que le quorum est donc atteint, que le conseil municipal peut donc valablement délibérer et je vous propose de désigner Monsieur Louis Randoux en qualité de secrétaire de séance. Pas d'observation. Je vous propose d'approuver les procès-verbaux des conseils municipaux des 19 octobre, 28 novembre et 19 décembre 2023. Alors, Madame Vidal-Sagné, vous aviez une petite observation à faire sur l'un des comptes rendus. Merci, Monsieur le maire. Alors, j'ai plusieurs remarques et bon, on est bien conscient qu'en fait, la rédaction des comptes rendus est un travail plutôt difficile et des erreurs sont toujours possibles. Et compte tenu en plus de l'arrêt de travail de la secrétaire. Voilà. Donc j'ai repéré, moi, dans celui du 28-11, que les détails des votes par liste ne sont pas donnés. Et quand il s'agit d'unanimité, cela ne nous gêne pas, du 28 novembre. Mais lorsqu'il s'agit de majorité absolue, c'est important de mentionner les votes par liste. Merci. Et dans le compte-rendu du 19 décembre, je suis marquée présente alors que j'étais absente et j'avais donné pouvoir à M. Séaille. Voilà. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que les comptes rendus sont rédigés par synthèse vocale ou intelligence artificielle? Monsieur Verlet nous avait parlé un petit peu de ça en commission. Nous avons donc, compte tenu de l'absence longue de notre collaboratrice qui le fait, qui est la secrétaire de Monsieur le directeur général des services, nous avons demandé à une société extérieure de rattraper le retard. Et donc, ces 3 comptes rendus ont été faits par une société extérieure. Voilà, donc, qui nous a remis. Je n'ai pas demandé dans quelles conditions ils avaient travaillé, mais bon, c'est une société extérieure qui nous l'a fait compte tenu du fait que notre assistante était souffrante depuis plusieurs mois. Voilà. D'accord ? On fera les corrections, bien sûr, telles que vous nous les avez suggérées. Merci. Merci à vous. Bien, j'invite maintenant les conseillers municipaux à faire connaître éventuellement leur demande d'explication sur les décisions municipales. Est-ce qu'il y avait une demande d'explication? Monsieur Crépel, Monsieur Séaille avait demandé la parole sur une décision municipale. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais juste poser une question sur la décision concernant l'occupation temporaire publique du terrain de golf, pour savoir quel était le montant de la précédente occupation temporaire.
Donc là, on a des précisions pour cette fois-ci, mais on ne sait pas quelles sont les différences avec le dernier bail de 5 ans qui avait été passé. Alors, écoutez, je vous propose une chose, c'est qu'on réponde à votre question précisément. De mémoire, en tout cas, cette fois-ci, c'est 17 000 € et avec un intéressement. Mais je pense qu'on doit être dans la même épure. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la précision? Comment? Donc, la part fixe est restée la même à 17 000 €. Il s'agit d'une association qui gère ce tennis. J'attire votre attention sur le fait qu'on avait fait un appel à candidature et que, donc, s'il y a eu des marques d'intérêt qui avaient été manifestées, il n'y a eu qu'un seul candidat, en définitive, qui s'est présenté. Voilà. Monsieur Crépel, vous aviez une autre question. Oui, c'est concernant la mise à disposition de locaux à l'association Pigeon Vol, la ludothèque. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe Marque Ensemble écologiste et solidaire est satisfait des investissements faits par la municipalité pour permettre à la ludothèque de notre ville d'avoir des locaux adaptés à leur activité. 700 000 € de travaux, ainsi que l'acquisition de 2 maisons rue Raymond de Rhin, représentent un investissement pour les Marquois de près d'1 million. Malheureusement, l'association qui anime la ludothèque, à laquelle nous mettons à disposition ces locaux rénovés, ne permet une ouverture de celle-ci que 7 heures par semaine. Nous avons lu dans la presse qu'elle essaierait d'augmenter les plages d'accès, mais essayer n'est pas toujours réussir. Nous proposons plusieurs choses pour développer l'activité de la ludothèque en direction des Marquois. Premièrement, une subvention municipale plus importante qui permettrait la gratuité, libre accès, à la ludothèque comme nous le proposons aussi pour la médiathèque. Dans un premier temps, la mise à disposition de personnel municipal pour permettre d'augmenter la capacité d'ouverture et les initiatives qui peuvent être faites en direction des habitants. La solution idéale pour nous serait que l'activité ludothèque soit ensuite intégrée dans celle de la médiathèque municipale en site distant. Pour conclure, une ludothèque dans une ville est un élément vital au dynamisme social, multi- et intergénérationnel. Dans un premier temps, nous souhaitons cela. Employons-nous à permettre une plus grande accessibilité de celle-ci que nous avons déjà dans notre ville. Par ailleurs, nous rappelons que nous continuons à demander l'accès libre à la médiathèque et que nous souhaitons connaître le montant des cotisations versées annuellement par les adhérents. Vous vous souvenez, c'était dans un conseil municipal précédent. Merci. Oui, merci Monsieur Crépel. Vous savez que les décisions municipales n'appellent pas de débat en conseil municipal. Pour autant, je voudrais vous apporter quelques précisions. La ludothèque est installée encore pour quelques jours, j'allais dire, dans des locaux qui sont étroits, qui sont un peu méconnus d'ailleurs, bon bref, mais c'est une association qui s'en occupe. Et nous sommes dans une période un petit peu transitoire aujourd'hui. On a voulu, par respect pour cette association qui a tant apporté à la ville, qui est propriétaire de l'ensemble des jeux d'ailleurs, et qui sont très nombreux et dans un état d'entretien remarquable, on a voulu commencer l'ouverture avec eux, qu'ils prennent leur marque et, comment dirais-je, nous n'excluons rien, mais dans le cadre d'un partenariat avec cette association sur lequel nous allons travailler. Et mon adjointe chargée de la culture et chargée de l'enseignement a aussi quelques idées sur ce sujet. Catherine Jonquet y travaille beaucoup, mais elle n'est pas là aujourd'hui. On a vraiment, comment dirais-je, un travail partenarial avec l'association Loi 1901 qui s'en occupe pour pouvoir ouvrir davantage. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il s'agit de 2 maisons très anciennes de la ville de Marcq-en-Barœul qu'on a voulu préserver en tant que, comment dirais-je, témoignage d'un patrimoine ancien auquel on tient dans la ville de Marcq-en-Barœul. Et c'est vrai que, notamment dans le bourg, mais il y a d'autres lieux dans la ville, on a fait en sorte de pouvoir préserver ce lieu et également de solliciter des subventions qui nous ont été accordées pour pouvoir mettre en place cette ludothèque. Mais vous aurez l'occasion donc de poursuivre la réflexion avec les élus concernés par ce dossier. Voilà. Merci à vous. Je pense qu'on n'avait plus de demandes sur les décisions municipales.
Donc nous allons aborder maintenant les délibérations du conseil municipal proprement dites. La première délibération concerne Loïc Catelin et je vais lui demander de bien vouloir nous exposer ses délibérations. Oui, il s'agit de la convention de partenariat pour le maintien de la fourniture d'eau aux familles en difficulté. En 2016, il y avait une première convention qui avait été signée entre la ville, le centre communal d'action sociale et ILEO, qui est le délégataire de services publics de distribution d'eau potable pour la métropole européenne de Lille. Voilà, cette convention sert notamment pour les situations d'impayés d'eau. Vous savez qu'il y a des familles qui sont dans la précarité et donc il s'agit d'aider les personnes abonnées au service d'ILEO et en situation d'impayés ou de précarité financière, voilà, à trouver une solution, notamment grâce au travail du centre communal d'action sociale. Une commission permanente se réunit, composée des administrateurs donc du CCAS, se réunit pour regarder les dossiers qui lui sont présentés. Voilà, et donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas de demande de prise de parole sur cette convention, donc à signer avec l'AMEL. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je passe la parole à Émilie Boulet pour qu'elle nous présente ses délibérations. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Donc, des délibérations, la première délibération pour l'enseignement concerne l'attribution d'une subvention dans le cadre d'une classe de découverte. Donc, il vous est donc demandé de voter pour le versement d'une somme de 320 € au profit de la coopérative de l'école Notre-Dame des Victoires. C'est une délibération assez classique. On va peut-être présenter les délibérations et puis ensuite ouvrir le débat sur celle où il y a une demande de prise de parole. Et la deuxième délibération concerne la bibliothèque numérique métropolitaine. Pour rappel, la métropole européenne de Lille s'est engagée à développer avec le concours de l'État une bibliothèque numérique métropolitaine. Et on ne peut que s'en réjouir. Cela permettra de développer la coopération entre les communes, élargir l'accès à la culture et enrichir les compétences numériques. C'est déjà en place depuis 2023. Donc la médiathèque propose déjà ce service à tous ses usagers. Un règlement a été établi par l'AMEL et donc ce soir, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer ce règlement de mise à disposition des ressources numériques proposées par l'AMEL. Voilà. Alors, sur la délibération relative à l'école Notre-Dame des Victoires pour l'attribution d'une subvention à destination donc d'une classe de découverte sur la côte d'Opale, M. Crépel a demandé la parole. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Comme à chaque fois, nous continuons de penser que le soutien aux écoles privées n'est pas du ressort de la collectivité. Le choix de scolariser ses enfants dans le privé doit être entièrement assumé par ceux qui le font. Une orientation différente permettrait de renforcer à budget constant les écoles publiques de Marcq-en-Barœul. Merci à vous. Et nous voterons contre. Bien. Enfin, je pense que nous ne partageons absolument pas cette vision. Je pense que, bon, d'abord, premièrement, ce sont des écoles qui sont, comment dirais-je, aidées par l'État, qui sont conventionnées par l'État. Et donc, bon, il n'y a aucune raison de ne pas aider nos enfants marquois. Il n'y a pas deux types d'enfants marquois. Il y a les enfants marquois et nous les aidons tous avec plaisir. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir marquer notre soutien à des mesures qui sont des mesures qui concourent comment dirais-je, au bien-être de nos enfants, à la découverte, à tout un ensemble de choses. Bon, voilà, donc ce sont des choses qui nous différencient. Je respecte votre opinion. Mais je pense que c'est important que les Marquois et les Marquoises, que les parents de la ville de Marcq-en-Barœul sachent que il y a un certain nombre d'élus qui considèrent qu'il ne faut pas aider les écoles de cette nature, les écoles privées ou les écoles libres, dit-on. Voilà. Mais je respecte votre avis, mais c'est important de pouvoir préciser que c'est un clivage entre nous. Il n'en existe pas tant que ça, et il nous arrive souvent de voter des délibérations ensemble. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur Crépel, d'avoir exposé votre point de vue, que tout le monde respecte ici, mais
sur lequel nous ne serons pas d'accord. Voilà. Alors, la deuxième délibération sur laquelle il y a une demande de prise de parole, c'est Madame Vidal-Sagnier, je crois. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la bibliothèque numérique mise à disposition de la commune par la MEL peut laisser imaginer que cela permettra de disposer d'une pluralité de la presse, par exemple. Je profite de cette prise de parole pour exprimer à nouveau l'idée de la gratuité de la médiathèque pour toutes et tous. Merci de votre attention. Merci, Madame. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Cette bibliothèque numérique, c'est un plus formidable offert par la MEL. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, je vous propose que nous passions au vote de ces deux délibérations. La première sur la subvention à l'école Notre-Dame des Victoires. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci beaucoup. Sur la bibliothèque numérique métropolitaine, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Je vous remercie de votre unanimité. Je passe la parole à Monsieur Pierre Verlet pour qu'il nous parle de ces délibérations. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la mobilité aujourd'hui dans les trois délibérations qui vous sont proposées, la ville de Marcq-en-Barœul est très active sur les questions de mobilité depuis de nombreuses années. La mobilité est un enjeu majeur pour nos modes de fonctionnement et pour le bilan carbone de notre collectivité, voire même de nos pays ou de notre continent. Et nous vous proposons d'être acteurs et d'inciter nos agents à être acteurs de leur mobilité dans une mobilité active, où ils vont donc être source de l'énergie motrice qui leur permettra de se rendre à l'hôtel de ville ou dans les sites sur lesquels ils travaillent. On reconduit donc deux délibérations qu'on avait déjà fait sur les périodes précédentes, mais on attaque une nouvelle période avec une mise à jour du décret FMD, forfait mobilité durable, qui a augmenté le montant au total, qui l'a porté à 300 €. Vous avez sur table une mise à jour de ces délibérations qui ont été discutées en commission et qui, a priori, devraient fonctionner pour tout le monde. Il y a une petite correction pour s'adapter au décret sur le panachage, c'est pas le bon terme, mais sur merci beaucoup, le fractionnement comme le propose le décret. Ça, ce sont les deux premières délibérations. Je tiens à rappeler aussi que peu de villes misent également sur la marche à pied, qui est également un grand vecteur de mobilité, puisque beaucoup de nos agents habitent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail, et qu'inciter les agents ou tout salarié dans nos entreprises à venir travailler à pied, c'est aussi améliorer leurs conditions de vie. Et la ville de Marcq-en-Barœul fait partie des rares villes à proposer ce forfait mobilité piéton. Ça, ce sont les deux premières délibérations propres aux agents de la ville et de manière plus générale pour notre territoire. La troisième délibération vient sur le projet métropolitain de free floating. Je rappelle, pour mémoire, le free floating, c'est la capacité de prendre un vélo en un endroit et de le remettre à un autre endroit avec un service de location qui a été piloté et coordonné par la MEL. Sur les précédents conseils municipaux, on en avait acté le principe. On avait ralenti le sujet au vu des difficultés que les opérateurs avaient à la mise en place. Aujourd'hui, ces soucis tendent à se résoudre et donc on va souhaiter la bienvenue à ces opérateurs en respectant les contraintes qu'ils ont sur notre territoire et sur l'ensemble du territoire de la ville, et uniquement pour les vélos, puisqu'on a souhaité ne pas voir les trottinettes électriques circuler sur notre domaine. Voilà pour les trois délibérations que je présente aujourd'hui. On sera très vigilant sur le service d'assistance en semi-floating. Il a commencé à être déployé sur Marcq-en-Barœul, je pense, et j'ai vu d'ailleurs des vélos qui étaient déjà à terre. Bon, je pense qu'il y a aussi des personnes qui s'amusent à les faire tomber. Donc c'est un problème aussi de citoyenneté. On souhaite que ça ait du succès, que ça marche, mais c'est vrai qu'il y avait une taille critique et je pense que ça fonctionnera d'autant mieux que toutes les villes s'y mettent. On voulait d'abord y voir clair et donc je pense que tout cela est en route. On espère que ce sera un grand succès. Il n'y a pas de demande de prise de parole sur les délibérations de M. Verlet. Donc, sous réserve qu'il n'y ait pas d'observation non plus de votre part sur ce fractionnement qui est
imposée par un décret, si j'ai bonne mémoire, et qui était une obligation. On a voulu donc compléter les délibérations en vous mettant ce petit document d'avenant sur table. Si vous en êtes d'accord, on peut voter les 3 délibérations toutes ensemble. Pas d'observation, on les vote toutes ensemble, celle de M. Verlet. Donc, qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie de cet accord unanime. Je passe la parole à Madame Françoise Goub. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, une première délibération qui concerne la concertation sur le projet d'aménagement urbain du pavé stratégique. Alors, pour rappel, tout le monde, le pavé stratégique, c'est la partie de la ville qui est située entre la rocade et le pavé stratégique. Ne deviennent les belles terres qu'au-delà du pavé stratégique. Dans ce qui nous concerne, c'est bien en dessous. Alors, cet espace comprend deux parties essentiellement. L'une qui porte sur des projets de loisirs, de sport, qui sont liés à la famille. Donc, exemple, le skatepark, la ferme aux oies. Et une deuxième partie qui appartient à Logis Métropole depuis mai 68 et à Villogia, c'est donc pas d'hier, et à Villogia depuis 2006. Sachant qu'en plus, le POS, dès 1974, avait classé ces parcelles à urbaniser. Donc, dans le plus actuel, elles sont sous l'appellation technique du AUDM, donc c'est-à-dire à urbaniser de façon mixte. Donc, la ville, par le biais d'une OPA, on en a déjà parlé, puisqu'on a voté cette OPA, cette orientation d'aménagement et de programmation, a enclenché l'aménagement de ce foncier. Donc, les propriétaires du foncier ont mandaté une maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère afin de les aider dans leurs projets. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? Ça reprend tout simplement ce que l'on avait voté lorsque l'on avait voté l'OAP, à savoir développer la mixité sociale, privilégier des ensembles de petite taille, des maisons individuelles et un nombre maximum de logements à l'hectare, 70 en l'occurrence. Il fallait aussi tenir compte des changements climatiques et donc préserver les ressources existantes à cet endroit. En plus, avec l'obligation du zonage, la prescription du zonage mixte, on prévoira aussi une offre commerciale et des services adaptés, sachant que quand on parle d'offre commerciale, il est hors de question, bien évidemment, de parler de grande surface. Quand on parle d'offre commerciale, c'est de la petite offre commerciale. Et ensuite, aménager le site comme étant une transition entre la ville complètement construite, par exemple la rue du Fort, qui est déjà complètement construite, et les zones agricoles. Bon, pour cela, il y a une concertation préalable qui est organisée avec tous les riverains, tous les usagers de ce quartier ou les futurs utilisateurs. Donc, il y a un cabinet qui a été mandaté pour faire cette opération, cette concertation, excusez-moi, je cherchais mon terme, et c'est le cabinet Urba qui a été retenu. Donc, le cabinet Urba ça est connu sur la ville pour avoir déjà fait un certain nombre de concertations. Donc, on sait comment ils travaillent et ils vont retravailler de la même façon que la fois précédente. Donc, il y a déjà les modalités de la concertation. Donc, je vous ai dit les objectifs de la concertation. Les modalités, on reprend le même principe qui avait marché dans les autres quartiers, à savoir, le public sera informé par image de marque, les membres du comité de quartier seront aussi
informés et évidemment participeront à la concertation. Les riverains, eux, auront un courrier. Il y aura des entretiens individuels. Il y aura des ateliers thématiques animés par le cabinet concerné. Et puis, il y aura des supports publics pour que tout le monde puisse avoir accès aux informations. Donc, cette concertation est prévue pour 3 mois. Et évidemment, à la fin de cette concertation, un bilan sera réalisé. Alors, l'objectif de la délibération aujourd'hui, c'est d'adopter la façon dont la concertation se déroulera, donc ses modalités, et puis de procéder aux formalités qui sont nécessaires, d'autoriser Monsieur le maire, procéder aux formalités pour mettre en place cette concertation. J'ai été un peu longue, mais... C'est très important. Non, non, très bien. Je pense qu'il y a une demande de prise de parole de Monsieur Crépel. Vous avez la parole, Monsieur Crépel. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. En préalable, bien que les terrains ciblés par la consultation ne soient pas la propriété de la ville, il est de la responsabilité de la ville de veiller à sa bonne destination. En cas de projet s'orientant vers la construction, vous serez, Monsieur le maire, directement concerné à l'avenir par l'octroi des permis de construire. Avec cette délibération, nous sommes au cœur de choix politiques majeurs pour notre ville. 7 hectares de terres actuellement cultivées sont appelés à disparaître si la consultation valide la construction de presque 500 logements. La majorité municipale n'a de cesse de mettre en avant les 400 hectares de terres agricoles de notre ville et que celles-ci soient sanctuarisées. Alors, quid de ces 7 hectares et des 3 hectares restants, propriété de la ville, derrière la ferme aux oies, qui sont dans une zone constructible? Pour répondre à la demande accrue de logements, 2 choix sont possibles, soit d'étendre la ville et par conséquent de grignoter petit à petit sur les espaces agricoles et les espaces verts. C'est cette politique qui guide notre ville depuis 50 ans au moins. Soit il est fait le choix de renouveler la ville sur elle-même afin de préserver les espaces agricoles et verts qui doivent rester le poumon vert de notre ville. Pour le groupe Marque Ensemble écologiste et solidaire, notre choix est simple. Nous faisons celui de renouveler la ville sur elle-même. Monsieur le maire, nous vous demandons de prendre la meilleure option, celle de conserver l'usage agricole des terrains soumis à la consultation. Si votre volonté reste de laisser se construire cette zone, clairement enclavée entre l'autoroute et la voie rapide, nous avons des propositions différentes à vous faire. Première solution. Switcher la destination des terres de la zone consultée avec celle de la friche Carambar. Cela permettrait de construire en cœur de ville, à proximité de moyens de transport existants, la différence de surface étant rapidement comblée par un coefficient d'occupation des sols qui sera différent en faveur de la friche. L'entreprise Harvey pourra elle aussi s'implanter à l'entrée des belles terres tout en restant à proximité des principales entreprises à qui elle devrait être utile. Harvey prévoyant 50 places de parking pour 300 logements, il y aura donc très peu de voitures et par conséquent, cela n'obstruera pas les voies routières de la zone. Deuxième solution, utiliser cette zone exclusivement à destination du logement social, ce qui, en une seule opération, viendrait à réduire de moitié le retard de la ville en matière de logement social. Sur ce sujet, cessons de parler de ghetto. Dès qu'il est envisagé, des ensembles importants dédiés au logement social. Car cela revient à dire que nous n'apprenons pas de nos erreurs et de celles faites dans les années 50 à 70. Le projet de rénovation dans notre ville de la briqueterie met en avant le savoir-faire architectural en matière d'amélioration de l'habitat social collectif de grande taille. Concernant les transports en commun, dans ce cas, la ligne 5 devra être étudiée, voire prolongée. En l'état du projet et de l'objectif de la consultation, sauf si vous venez à faire évoluer celle-ci en séance, nous nous opposerons à cette délibération. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste quelques observations, Monsieur Crépel. Vous comme moi, on connaît bien l'histoire de notre ville et on connaît bien la géographie de notre ville. La ville de Marcq-en-Barœul, c'est 1404 hectares et effectivement, au-dessus du pavé stratégique, nous avons
et nous sommes peut-être sans doute une des rares villes en France à avoir eu un travail de cette nature avec mes prédécesseurs, nous avons préservé les 400 hectares agricoles qui sont au-dessus du pavé stratégique et qui vont jusque Septentrion. Entre la rocade et le pavé stratégique, il y a une zone qui existe et qui a toujours été constructible. Elle n'avait pas vocation, comment dirais-je, à ne pas être un jour construite. Avec d'abord les terrains dont vous parlez le long de la rue du Fort, et comme l'indique la délibération, les premières acquisitions ont été faites par la société Mon Abri, aujourd'hui qui s'appelle Logis Métropole, dans les années 68. Le reste du terrain a été progressivement acquis, notamment par, et maintenant exclusivement, par la société Villogia. Ces terrains étaient initialement classés en NAG, non pas en zone agricole, en NAG. Je parle de mémoire, mais je suis sûr de ce que je vous dis. Ensuite, il y avait le reste des terrains jusque, j'allais dire, jusqu'à l'aérodrome de Bondu, bon, pour lequel ces terrains ont été achetés par la ville de Marcq-en-Barœul et par mon prédécesseur Serge Charles. J'étais son adjoint chargé de l'urbanisme et du cadre de vie à l'époque, et nous avons acheté ces terrains. Ces terrains étaient aussi classés en constructibles, depuis toujours. À telle enseigne que, à l'emplacement, ou par exemple, on va commencer de ce côté-là, à l'emplacement de Domios, il y a eu un projet très important qui n'a pas vu le jour, qui avait été conduit grâce à l'intervention d'un certain monsieur Bruno Durieux, qui était secrétaire d'État à la Santé, et qui voulait y faire un très grand hôpital, la clinique de la clinique Métropole, voilà, Septentrion. Bon. Ça n'a pas vu le jour. Une société Cladel Nord est arrivée un jour, qui était le fauné de la société Carrefour. Nous nous sommes opposés à ce dossier parce qu'on n'a jamais voulu qu'il y ait d'hypermarché sur la ville de Marcq-en-Barœul, voulant préserver nos commerçants et artisans, qui sont au nombre de 650 dans la ville de Marcq-en-Barœul. C'est donc en définitive Domios qui s'est installé, et la ville est propriétaire, pas de la totalité du terrain, il y a un terrain de 5 hectares constructible également à côté qui appartenait à Decathlon, qui a été vendu à une société Aventim, et nous avons le reste du terrain jusqu'à la ferme aux oies. Ferme aux oies que vous connaissez bien, puisque c'était votre papa qui exploitait la ferme. On y a fait à la ferme aux oies ce parc qui est un immense succès, et nous avons pour ambition de terminer l'aménagement de toute cette zone. Je rappelle que nous avons voté ici, en conseil municipal, je vous en fais pas le reproche, ce n'était pas vous qui étiez là, mais vos formations politiques étaient représentées. Nous avons payé les terrains, nous avons payé les fumures aux agriculteurs, toutes les fumures ont été payées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les fumures sont payées, il n'y a plus d'exploitation agricole, puisque l'agriculteur a été indemnisé, mais c'était il y a très très longtemps, il y a 20 ans. Bon. Il y a eu simplement un entretien qui a été assuré par des agriculteurs pour ne pas refaire renaître d'ailleurs un bail rural, mais c'était nos accords. Nous avons voté ici les délibérations pour que les études archéologiques soient faites. Il y a eu des études archéologiques. Tout ça donc, on n'est pas en train de découvrir un dossier. Il est clair que depuis toujours, les terrains dont on parle aujourd'hui sont des terrains qui avaient une vocation à être un jour construits. Nous avons donc décidé aujourd'hui, devant les demandes qui nous sont présentées par les propriétaires de ces terrains, d'engager ce qui était normal de faire, une concertation. Et cette concertation, elle aura lieu et on écoutera les uns les autres avec les observations qui sont faites. Vous nous dites, ce qui vaudrait mieux, c'est
densifier à l'intérieur de la ville, j'allais dire intramuros, construire plus haut. Bon, c'est pas notre choix. Et je trouve que bon, c'est un vrai sujet parce que je crois que il ne faut pas dénaturer les villes. Voilà. Je crois que si jamais on considère à un moment donné que dans la ville intramuros, et c'est pour ça que moi je me suis battu au plan d'occupation des sols, enfin au PLU, pour qu'on n'autorise pas dans la ville la possibilité de monter trop haut, parce que sinon la ville elle va y passer, mais en 2 coups de cuillère à peau. Hein. C'est-à-dire que les gens vont commencer à acheter toutes les maisons qui existent, les démolir, construire des immeubles à la place. Et je pense que c'est plus Marc-en-Barœul si c'est ça. Donc il y a à un moment donné une décision qu'il faut prendre pour répondre à nos obligations. On a voté un jour un contrat de mixité sociale. On a prévu de rattraper notre retard. On a prévu également de ne pas avoir une vision, c'est pas méprisant ce que je vais dire, strictement comptable des logements sociaux, mais une vision d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul projet dans la ville de Marc-en-Barœul où nous ne disons pas qu'à côté de l'accession, il faut qu'il y ait en même temps une mixité sociale et les produits différents qui relèvent du logement social, puisque le logement social, c'est plusieurs produits très différents les uns les autres, qui ne s'adressent pas forcément au même public. J'ajoute aussi que si l'on veut que les villes, toutes nos villes, restent dynamiques, il faut aussi faire en sorte que les jeunes puissent venir s'y installer. Et que ce que nous préparons sur ces terrains, c'est aussi, je l'espère de tout mon cœur, donner la possibilité à des jeunes de venir s'installer sur Marc-en-Barœul et d'apporter, je veux dire, voilà, la population qui ira dans nos écoles, notamment, et puis faire vivre donc l'activité marquoise, aller dans les entreprises, etc. C'est un sujet considérable. Je peux vous dire aujourd'hui que, vous l'avez entendu, il y a un vieillissement de la population extrêmement important, pas à Marc-en-Barœul, dans toute la France, dans tout le Nord et dans toutes les villes, Marc-en-Barœul comme les autres. Et donc, si nous n'y veillons pas, il y aura un véritable problème de démographie qu'il faut prendre en considération. Mais ça nécessite, comment dirais-je, une écoute et une étude, une réflexion qu'on va mener ensemble. Bon, donc c'est l'objet de cette délibération, donc de lancer une concertation dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain qui a trait à des terrains, et tout le monde le sait ici autour de la table, qui depuis toujours ont été définis comme des terrains constructibles. Voilà. Ces terrains-là sont différents de ce qui existe au-dessus du pavé stratégique. Au-dessus du pavé stratégique, c'est de la terre agricole. C'est ma grande fierté de l'avoir préservée, parce que si on compte bien quand même, vous vous rendez compte, 40 000 habitants, certes, 1404 hectares, 400 hectares agricoles. Prenez n'importe quelle ville, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples où une ville a choisi de préserver 400 hectares agricoles. Nous d'autres villes, on fait d'autres choix, on crée des grands centres commerciaux, des hypermarchés, etc., grignotant sur la terre agricole. Nous ne l'avons jamais fait. Je me limite, moi, à ce qu'avaient fait mes prédécesseurs, c'est-à-dire Serge Charles, qui avait décidé qu'en dessous du pavé stratégique, la ville serait un jour construite, qu'au-dessus du pavé stratégique, elle ne serait pas construite. C'est ça l'objet aujourd'hui de notre travail. Donc je voulais le repréciser, mais nous ne sommes que aujourd'hui dans la première phase d'une concertation et d'une écoute de notre population. Voilà. Je pense vous avoir répondu. Si vous le voulez bien, on va voter. Qui est contre cette délibération de concertation? Bon, c'est curieux hein, d'être contre la concertation quand même. Bien, mais je respecte. Qui s'abstient et qui est pour? Merci à vous. Alors, Françoise a d'autres délibérations. Françoise Goub. Merci, Monsieur le maire. Donc, une première délibération sur l'acceptation de fonds de concours.
C'est-à-dire que l'objet de cette délibération, c'est d'autoriser la ville à percevoir des fonds de concours concernant la salle d'Elsenserie, la nouvelle salle de sport d'Elsenserie. La MEL propose de nous accorder 191 000 €, on va dire 192 000 pour arrondir, pour nous aider dans nos travaux suite à nos efforts en termes d'énergie pour la géothermie et pour la mise en place d'une centrale solaire de panneaux photovoltaïques. Donc 192 000 € que la MEL est prête à nous accorder, et l'objet, c'est simplement de nous autoriser à les percevoir. Bien, pas de demande de prise de parole. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait par les services, et je les en remercie, et, notamment le service des sports, mais pas que, pour solliciter des subventions, notamment sur ce projet d'importance pour la ville, puisque c'est rénover la salle existante et la doubler. Je remercie tous ceux qui concourent, élus et fonctionnaires de la ville. Sur les 8 194 685 € hors taxe de coût du projet, les subventions déjà acquises s'élèvent à 3 036 202 €. C'est tout à fait considérable. Nous avons d'autres dossiers donc de subventions, de demandes de subventions sur ce projet. Alors j'espère qu'on les aura, même si on sait très bien que l'argent public va se faire plus rare. Mais nous avons sollicité le fonds vert à hauteur d'1 million supplémentaire, et puis la région pour les panneaux photovoltaïques et les certificats d'économie d'énergie à hauteur de 33 400 €. Bon. Donc voilà, aujourd'hui on est déjà à plus de 3 millions de subventions, c'est vraiment beau et beaucoup, et on espère, on verra, mais en tout cas les demandes sont faites, avoir davantage encore. Bien, donc sur ce dossier, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Merci à vous. Et puis, Françoise Goub a une autre délibération. Oui, monsieur le maire. La même chose, récupérer, si je puis dire, de l'argent, donc avoir l'attribution d'un fonds de concours, mais ici qui concerne la rénovation de l'éclairage public. Donc là, vous savez, on en parle régulièrement, on remplace les ampoules classiques par des LED. Et là, la MEL propose de nous subventionner à hauteur de 201 130 €, 92 centimes. C'est les 92 centimes qui changent tout. Pas de demande de prise de parole. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et Françoise Goub va maintenant nous parler des certificats d'économie d'énergie. Donc les certificats d'économie d'énergie, appelés plus simplement C2E. Alors je vous rappelle brièvement ce que c'est. Donc lorsque des opérations vertueuses sont faites par une collectivité, par la ville, comme de l'isolation, des changements de chaudière, des choses comme ça, des panneaux photovoltaïques, c'est possible de valoriser ce que l'on a réalisé comme énergie, on valorise de façon virtuelle par le biais de certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Alors, c'est calculé, alors c'est assez complexe, hein, c'est calculé sous forme d'unité appelée QMAC, enfin je vous fais grâce des détails. Et cette valorisation, on l'a fait par le biais de la MEL, qui vend ça à une plateforme spécialisée qui après s'occupe de les reventiler, de les revendre à des entreprises dont les processus peuvent parfois être moins vertueux que les nôtres. Alors actuellement, c'est la société Aufé du groupe Letton qui gère, c'est la plateforme qui est utilisée par la MEL. Alors ce système est intéressant pour deux raisons. C'est un système qui est incitatif, ça permet de faire financer certains travaux vertueux par ceux qui le sont moins. Pour parler de façon un peu familière, je dirais que l'autre avantage, c'est d'inciter les bons, donc les vertueux, à continuer à être vertueux, et les moins bons à changer de comportement, eux, à devenir vertueux pour ne plus être obligés d'acheter ces fameux certificats. Alors, exemple des certificats
vendus par la ville et ce que ça nous rapporte. Donc pour l'éclairage public, on vient de vous parler que la MEL nous aide. Si on additionne tout, la MEL nous a quand même aidé pour 600 000 € pour l'éclairage. Et les C2E nous ont permis, en plus, de récupérer 120 000 €. Donc ça fait que notre éclairage public a été subventionné, entre guillemets, à hauteur, même si le terme n'est pas tout à fait adapté, de 120 000 €. Autre exemple supplémentaire. Autre exemple. Pour la rénovation de nos bâtiments, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les panneaux photovoltaïques, les chaudières, l'isolation. Au titre de 2023, nous espérons récupérer 67 000 € des C2E. Alors, les C2E ne sont pas l'objet de la délibération. L'objet de cette délibération, c'est simplement de changer, la MEL souhaite changer de plateforme. Je vous ai dit que c'était la plateforme au fait du groupe Letton qui s'en occupait. La MEL souhaite maintenant un partenariat avec une autre entreprise. Ça ne changera rien pour la ville, mais compte tenu de ce que la ville a passé une convention avec la MEL, il faut que de nouveau on passe la même convention, mais avec la nouvelle entreprise. Donc ça ne change strictement rien au fonctionnement et on continuera à percevoir les recettes de la même façon. Merci Madame Goub pour ces précisions. Monsieur Crépel a demandé la parole. C'est plutôt un CIVOM, je pense, plus qu'une entreprise, la FEAL. Monsieur le maire, chers collègues, incompréhension et indignation sont les deux mots qui nous viennent à l'esprit lorsque nous lisons la délibération proposée et connaissant les pratiques de notre ville en la matière. La valorisation des économies d'énergie peut être une bonne chose si l'on veut évaluer l'impact des actions de la collectivité en matière de sobriété énergétique. C'est un baromètre de notre action collective. Les habitants contribuent aux économies réalisées par exemple par la baisse de la température de la piscine, des locaux publics et des salles de sport par exemple. Cette valorisation devrait être un outil de communication, démontrant qu'en matière d'énergie, quand on veut, on peut. Cela doit inciter la population à investir le sujet pour chacun diminuer son empreinte carbone. Au lieu de cela, l'adhésion à ce groupement qui délivrera des certificats d'économie d'énergie a pour objet principal pour notre ville ensuite de revendre ceux-ci sur le marché du carbone indirectement. Pour résumer, les économies faites par marque à marque permettront à d'autres de polluer plus. Cela est inadmissible. Du coup, notre action collective n'aura aucun impact sur la planète. Le groupe Marque Ensemble écologiste et solidaire vous demande, monsieur le maire, d'utiliser les certificats pour démontrer la politique vertueuse de l'action communale et de vous engager à ne plus vendre les certificats délivrés par la FEAL, Fédération d'électricité de l'arrondissement lillois. En cas de réponse négative de votre part, nous nous opposerons à cette délibération. Merci. Bien, merci monsieur Crépel. En fait, cette délibération est un avenant qui nous est proposé par la MEL. Bon, cet avenant se situe dans le cadre d'un dispositif qui n'est pas un dispositif marco-marquois. C'est un dispositif métropolitain de valorisation des certificats d'économie d'énergie qui bénéficie à toutes les villes, de gauche comme de droite. Toutes y ont accès. Certaines peut-être n'en bénéficient pas, mais ça m'étonnerait. Donc bon, voilà. Donc toutes y ont accès. Je ne vois pas pourquoi nous, on se priverait d'avoir la possibilité de bénéficier de certificats d'énergie qui relèvent de dispositions législatives et qui ne sont pas, comment dirais-je, une initiative, comment dirais-je, malheureuse ou indigne ou quoi que ce soit. C'est véritablement un dispositif bien connu. Je veux dire, on ne va pas avoir un débat ici national sur les certificats d'énergie. Françoise voudrait dire un petit mot, mais voilà, nous, la MEL nous demande de faire cet avenant, on fait cet avenant, on ne va pas se priver d'avoir des certificats d'énergie, alors que c'est une disposition législative nationale qui bénéficie à toutes les villes, de gauche comme de droite.
Oui, ça n'est absolument, comme vient de dire Monsieur le maire, ça n'est qu'un avenant, mais on n'est quand même pas unique. Ça concerne vraiment la MEL. Si vous avez lu le journal d'aujourd'hui, c'est la ville, il me semble, de Quesnoy-sur-Deuil qui annonçait aussi avoir récupéré par le biais des C2E, je crois que c'est 25 000 euros, mais je ne suis pas sûre. Étant fâchée avec les chiffres, je ne veux pas m'avancer. Mais tout le monde sait que je suis fâchée avec les chiffres. Nous lirons notre quotidien favori voilà, prochainement. Voilà. Et là, le chiffre, vous regarderez le chiffre, là, on sera sûr qu'il soit le bon. Mais donc, tout le monde le fait. Je peux comprendre, hein, c'est un débat philosophique de votre part, mais enfin, je crois que la ville de Quesnoy-sur-Deuil, en plus, quand on connaît Madame le maire de Quesnoy-sur-Deuil, elle a quand même une appétence pour, comment dirais-je, tout ce qui relève des enjeux climatiques et du développement durable et de l'écologie. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire la publicité de ma collègue, mais je veux dire, bon voilà, toutes les villes bénéficient aujourd'hui de ces certificats d'économie d'énergie. Oui, oui, oui. Bon, enfin, voilà. Donc, de grâce, n'ayons pas trop ici des débats qui ne sont pas les débats marco-marquois. On n'est pas à l'Assemblée nationale, hein, mes amis. Mais je respecte, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Monsieur Crépel. Une simple remarque, nous portons la voix de certains Marquois qui sont certes pas majoritaires dans cette commune, mais qui pensent que les économies d'énergie sont aussi pour préserver l'avenir de notre planète. Et donc, si nous faisons des économies pour permettre à d'autres de polluer plus, ça a un effet neutre sur la planète, alors que nous, on voudrait réduire la diminution. Donc, certes, les Marquois ne sont pas, ceux qui pensent ça ne sont pas majoritaires dans votre ville, mais ils ont le droit à cette pensée. Et je vous remercie. Bien sûr, mais il n'y a pas les bons et les mauvais, si vous voulez. Tout à fait. Si vous me permettez. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Monsieur Verlet. C'était juste, c'est pas le principe du C2E. Aujourd'hui, le C2E, c'est un sujet qui peut s'écrouler. C'est une cotation en bourse. Tant qu'il y a des pollueurs, il y aura des C2E. Mais demain, s'il n'y a plus de pollueurs, et à la rigueur, on souhaite tous ce monde sans pollueurs, eh bien, plus personne n'aura rien à revendre. Et le cours de la bourse de ces outils-là sera égal à 0. Et on aura atteint l'objectif. Mais il n'y a absolument pas de question de droit à polluer sur le certificat d'économie, en tout cas. Bien. Merci pour ce débat. À Monsieur Chastain. Oui, simplement petite précision, puisque j'allais dire, je me permets de compléter le propos de ma collègue Françoise en disant que sur l'année écoulée, la ville de Quesnoy, puisque vous y faisiez référence, Monsieur le maire, a perçu 25 000 euros et qu'elle espère percevoir en 2024-2025 35 000 euros. Voilà. On va essayer de faire aussi bien qu'eux, alors. Voilà, bien. Alors, qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient et qui vote pour? Merci beaucoup. Madame Gou, il vous reste encore oui, je continue à essayer de trouver un peu d'argent pour aider dans nos projets. Donc, ici, nouvelle délibération pour l'aménagement des vestiaires au stade Niquet. Donc, il a été prévu par les sports, par mon collègue Didier là. Ah, c'est parce que j'ai interverti mes feuilles. Pardon. Ah, c'est parce que j'ai pas la même numérotation. Pardon. Donc, je recommence, mais l'esprit est le même. C'est essayer de se faire aider par des fonds de concours, des subventions, lorsque l'on fait des travaux. Donc, concernant le tennis de la rue Gabriel-Péry, donc notre adjoint au sport s'est occupé du sujet et a souhaité qu'un certain nombre de travaux soient faits. D'une part pour moderniser l'équipement, pour revoir l'éclairage, pour réduire bien sûr les coûts énergétiques. Donc il y a un certain nombre de travaux qui vont être engagés sur ce site à hauteur de 250 000 euros. Et j'aborde la délibération, puisque pour se faire aider financièrement dans les travaux, on sollicite des subventions auprès de tous ceux qui pourraient nous en donner. Donc le but, c'est de solliciter de l'argent auprès de vos partenaires habituels. Je peux peut-être continuer la deuxième délibération, enfin la délibération suivante, est dans le même esprit, mais concerne ce coup-ci le stade Niquet.
Donc, il y a des vestiaires que le service des sports, enfin l'adjoint au sport, a souhaité agrandir. Le coût est de 150 000 € et là aussi, on souhaite obtenir des subventions. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une délibération qui nous autorise à les demander. Donc je cherche de l'argent plus que je ne cherche à en dépenser. Là. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une demande de prise de parole sur l'un des deux dossiers. Je crois que c'est M. Tonnel qui a demandé la parole sur notamment les tennis, c'est ça ? Allez-y, Monsieur Tonnel. Merci, Monsieur le maire. Pour ne pas faire trop long, sur le fond, bien sûr, on a pu s'exprimer en commission, mais sur la forme, j'ai aussi exprimé cet avis en commission. On a trouvé vraiment dommage, mais vraiment dommage, que la commission des sports n'ait pas pu présenter les deux délibérations et que la commission des travaux nous a demandé de reporter notre débat sur la commission des sports. C'était simplement cet élément-là, et on a trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Parce que, du coup, à la prochaine commission sport, on devra rediscuter de ces deux éléments alors qu'on aura déjà voté. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord. Bien. En fait, il s'agit ici de demander une subvention pour effectuer des travaux. Je rappelle juste une chose, c'est que nous avons voté le budget de la ville et notamment une somme de 250 000 €, si j'ai bonne mémoire, pour effectuer des travaux nécessaires pour donc le club de tennis. Bon, moi, à partir du moment où il y a des délibérations qui sont transversales, qui touchent à la fois au sport, aux travaux, aux finances, bon voilà, donc il y a un moment donné, elles sont étudiées dans l'une ou l'autre des commissions en fonction de la particularité qu'il a leur. Ici, c'était quand il y a eu le vote du budget, on a parlé forcément des 250 000 € puisque c'était dans le budget. Bon, et par contre, là, il s'agit de demander des subventions. Bon voilà. En tout cas, je vous invite à poursuivre vos débats en commission sport ou travaux ou où vous voulez, du moment que le débat ait lieu. C'est cela qui nous paraît important. Monsieur Hélard, vous voulez dire un petit mot? Oui, monsieur le maire, simplement une petite précision sur la commission des sports. C'est vrai que les deux délibérations n'étaient pas prêtes, mais j'ai quand même évoqué donc un rapport d'étape sur les équipements sportifs avec les investissements 2024 qui étaient prévus, et tout ça est au compte-rendu de la commission. Bon, mais de toute façon, là, il s'agissait de demander des subventions, et moi, je vous invite à faire en sorte que, bon, autant que vous voulez, discuter en commission, et c'est très bien comme ça, voilà, dans l'une ou l'autre des commissions. Ok, très bien. Alors, nous allons voter ces deux subventions, ces deux délibérations. Qui s'abstient? Alors, on les vote séparément? On peut les voter ensemble? Bon. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre et qui vote pour? Merci à vous. Il reste une délibération? Non? Ah non, c'était sur... C'est fait. Voilà. Bon, vous en avez assez dit, Mme Goub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Chastan. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, deux délibérations à votre connaissance, et j'ai dire qu'ils vont être soumis au vote du Conseil. Deux délibérations très formelles concernant les ressources humaines, une sur les emplois fonctionnels, compte tenu, j'allais dire, du fait que suite aux dernières opérations de recensement, la population marquoise s'établit désormais à 40 044 habitants. J'allais dire donc on passe dans une nouvelle tranche qui est la tranche de 40 000 à 80 000 habitants et qui change un peu, j'allais dire, la rémunération, entre autres, j'allais dire, des emplois fonctionnels de la collectivité. Ces emplois fonctionnels concernent le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et le directeur général des services techniques. Voilà, donc il s'agit de quelque chose de très mécanique, et d'inscrit, j'allais dire, dans les textes sur lesquels il n'y a pas trop lieu de débat à avoir. Et une deuxième délibération qui concerne le tableau des effectifs permanents. C'est une délibération qui, vous le savez, devient récurrente, donc une modification qui va permettre notamment de nommer des agents qui ont réussi des concours. Voilà, donc que ce soit dans la filière technique, la filière animation ou la filière administrative. Voilà, monsieur le maire, j'en ai terminé. Merci. Voilà rapidement évoqué des délibérations qui touchent à des sujets très compliqués et qui nécessitent beaucoup de travail, et dont je remercie tous les acteurs, élus et fonctionnaires.
parce que le budget du personnel, c'est beaucoup de travail au quotidien, et c'est important de pouvoir en débattre aussi ici autour de la table. Est-ce que, donc, je pense qu'il n'y avait pas de demande de prise de parole. Qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient et qui est pour? Merci beaucoup. Ce sont des délibérations techniques. Je passe la parole à Monsieur Hélard. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, 3 délibérations pour des demandes de subventions exceptionnelles, dont 2 sont récurrentes et qui ne posaient aucun problème lors de la commission. Première demande, c'est effectivement une demande de subvention exceptionnelle par la Ligue des Hauts-de-France de tennis, qui a organisé du 5 au 12 janvier le tournoi Tennis Europe pour les U14, donc pour les joueuses d'élite de moins de 14 ans, et qui sont donc filles et garçons, donc 128 joueurs et joueuses venus du monde entier, et qui sont donc les pépites du tennis international de demain. Donc une demande de subvention de 1 000 €. Et puis, deuxième demande de subvention qui est également récurrente, c'est une demande d'attribution de subvention par le comité du Nord de tennis pour un événement tennistique qui a été réalisé à la Ligue de Hauts-de-France de tennis du 10 au 12 janvier. Donc de manière parallèle avec le tournoi international U14 Tennis Europe, c'était la 4e édition de cette étape du circuit international de tennis en fauteuil U18, qui a mobilisé des joueuses et des joueurs qui venaient de nationalités différentes, qui venaient de plusieurs pays mondiaux. Et cette délibération, elle s'inscrit dans la dynamique sport, inclusion, parasport de la ville de Marcq. L'occasion aussi de changer notre regard, en collaboration avec ma collègue Valentine Acroute, sur le handicap, et de revendiquer le droit à la différence pour ces jeunes sportifs. Un événement avec des moments d'émotion, de bonheur partagé, une leçon de vie également pour les valides, et une leçon d'intégration par ces tennisman. Et donc la Ligue de Hauts-de-France de tennis est une magnifique vitrine et un excellent ambassadeur de la ville de Marcq-en-Barœul. Et une dernière demande de subvention, c'est par l'association sportive Marcq Triathlon, pour l'organisation le 4 février du Bike and Run à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul Serge Charles, un rendez-vous exceptionnel du calendrier sportif de la ville, un événement qui n'avait plus été programmé depuis 2018, et c'est, j'allais dire, retour et pari gagnant sur l'hippodrome, et renaissance du Bike and Run, nouvelle formule, un succès d'estime avec 424 coureurs, et des épreuves sportives originales et insolites, des courses hors stade, avant la reprise de la saison des courses hippiques à l'hippodrome. Une manifestation organisée en partenariat entre la ville de Marcq-en-Barœul et le club Marcq Triathlon, ex-Athletic Club Marquois, un club de 90 licenciés créé en 1991, et sur les pistes, sur l'organisation sur la piste encendrée de l'hippodrome en site clos. Et 4 épreuves étaient au programme, une course famille, donc en binôme, avec des enfants de 6 à 10 ans, enfants en vélo et puis l'adulte en course à pied, un duathlon junior, c'est-à-dire enchaînement course à pied, vélo, course à pied pour les jeunes de 11 à 16 ans, et puis un bike and run découverte sur un circuit de 7 km sur la piste cendrée. Je rappelle que la piste, elle fait 1,7 km, donc piste de l'hippodrome. Et puis, dernière course, le bike and run défi, qui permettait donc au tandem, si j'ose dire, entre chacun prend son vélo, course à pied et vice-versa, de parcourir le maximum de tours sur la piste cendrée de l'hippodrome en 60 minutes. Donc un grand succès pour cette manifestation, et puis surtout également un petit coup de chapeau pour la course famille, parce que c'est vrai que la ville, elle s'inscrit de plus en plus dans cette thématique sport-famille, nonobstant le fait effectivement qu'il y a également du sport loisir, du sport compétition, du sport inclusion et du sport santé. Donc vraiment un bel événement qu'il faudra reconduire, Monsieur le maire, l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vous propose, il n'y a pas de demande de prise de parole sur ces demandes de subvention. Donc qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient? Et qui est pour? Unanimité? Je vous en remercie. Alors je vais passer la parole à Véronique Savignac pour les délibérations qu'elle a à vous présenter.
Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, mesdames et messieurs, la première délibération que je vous présente ce soir concerne une charte. C'est la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Et il est proposé, donc dans cette délibération, que la ville de Marcq adhère à cette charte. Alors le contexte, c'est qu'elle a été élaborée en 2005-2006, donc voici quelques années, dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne, puis actualisé en 2022. Elle s'adresse aux collectivités qui souhaitent formaliser leur engagement pour une démarche globale et concrète en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, en l'intégrant dans toute leur politique publique. Elle se décompose en 3 parties, les principes, les modalités de mise en œuvre et les engagements. En signant la charte, la ville s'engagerait à adopter un plan d'action dans un délai de 2 ans. Ce plan d'action exposerait les objectifs, les priorités de la ville et les ressources qu'elle compterait y allouer. Ce plan serait l'occasion aussi de formaliser l'ensemble des actions mises en œuvre par la ville et d'en décider de nouvelles. Alors pour rappel, c'est déjà passé un certain nombre de choses depuis le début de ce mandat concernant l'égalité femmes-hommes, notamment au niveau de la formation des agents. On les a sensibilisés à l'écoute, au repérage des femmes victimes de violences. On a respecté la politique de représentation paritaire dans les instances représentatives. La lutte contre les stéréotypes n'est pas oubliée via le partenariat avec l'association FASMEL. Et nous bénéficions de permanences hebdomadaires en mairie du centre d'information du CIDFF, du centre d'information sur les droits des femmes et des familles. L'adhésion de la... il y a d'autres sujets, d'autres aspects qui ont déjà été un peu vus et qui continueront à l'être, notamment dans les violences faites aux femmes. Donc il y a eu la création d'un guide qui a été fait et un projet en cours assez ambitieux qui est en cours de développement sur la création d'un hébergement d'urgence. Donc l'adhésion de la ville de Marcq-en-Barœul à cette charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale constituerait donc le prolongement de la politique déjà menée. Voilà. Je continue sur... Sur cette première délibération, je pense qu'il y a on va peut-être traiter celle-ci d'abord, parce que je pense qu'il y a une demande de prise de parole, Véronique. C'est ça, hein, voilà. Monsieur le maire, je comptais prendre la parole sur les deux. Eh bien, très bien. Donc, Véronique va continuer. Merci. Je demande juste on éteigne les téléphones, s'il vous plaît. C'est gentil. Et puis, donc, Véronique Savignac va vous présenter la deuxième délibération et comme ça, nous ouvrirons le débat sur les deux. D'accord. Okay. Entendu. Donc, la seconde délibération concerne le dispositif national ici demandé Angela. Donc, dans le cadre de cette délégation, la ville de Marcq affiche avec détermination son engagement en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont le harcèlement de rue fait partie. Par harcèlement de rue, qu'entendons-nous ? On parle de situations comme accoster une femme dans la rue ou dans les transports en commun, l'interpeller, la suivre, la siffler, créer une situation intimidante ou humiliante, mais différente de l'injure publique qui est déjà sanctionnée. Donc les femmes sont les premières victimes des atteintes à caractère sexuel, puisqu'elles représentent 82% des victimes de gestes déplacés. La loi du 3 août 2018 réprimant le harcèlement de rue par l'outrage sexiste par une amende allant de 90 à 750 €. Donc, dans ce contexte, la ville souhaite mettre en place un dispositif pour conforter la sécurité des femmes dans l'espace public. Donc, c'est ce dispositif demandé à Angela, qui vise à mettre en visibilité des lieux refuges comme des bars, des restaurants, des commerces. Et ces lieux, en fait, ont la capacité d'assister et de soutenir les personnes confrontées à une situation de harcèlement. Ces lieux sûrs ou ces lieux refuges seront identifiés par un sticker que voici, apposé sur la vitrine de l'établissement. Le fait de demander Angela, en fait, permettra d'y trouver un refuge.
L'engagement des établissements partenaires à ce dispositif ne se limite pas à une simple adhésion. Il se concrétise par la signature d'une charte engageant le commerçant à respecter 3 principes fondamentaux: porter assistance et soutenir la personne par un accueil bienveillant, appeler les secours, appeler des proches, informer ses employés et communiquer sur sa participation au dispositif. L'association Enseigne de marque serait partenaire dans le déploiement de ce dispositif. Donc un courrier sera adressé prochainement, si cette délibération est adoptée, aux commerçants afin de leur proposer d'intégrer ce dispositif. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci Véronique de nous présenter cette belle idée qui est issue d'une politique nationale. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Alors, oui, allez-y, Odile. Merci, Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, nous nous réjouissons que la ville de Marques signe la charte européenne, car cela permettra certainement de s'inspirer des exemples concrets à mettre en place dans le futur plan d'action. Et ensuite, cela nous semble une très bonne initiative de proposer le dispositif demandé Angela, déjà en place dans des commerces, bars et restaurants de différentes villes de France et d'autres pays européens. Alors, du coup, moi, j'apprends qu'il y a eu une discussion avec Enseigne de marque, et je trouve que c'est une très bonne idée, puisque c'est ce que j'avais mis de proposer, en fait, de discuter avec les commerçants de la commune, afin d'avoir une bonne couverture sur la commune. Merci de votre attention. Merci beaucoup, madame. Et oui, je remercie effectivement l'association Enseigne de marque qui, immédiatement, a témoigné de son intérêt pour une telle initiative. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre demandait la parole. Sinon, on peut voter ces 2 délibérations. Merci beaucoup à Véronique Savignac. C'était aussi sa première intervention au conseil municipal et elle a pris à bras-le-corps la délégation qui lui a été récemment donnée. Je l'en remercie beaucoup. C'est riche de travailler sur ces sujets-là. Donc, qui est contre ces délibérations? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie de terminer sur cette belle unanimité. J'ai une première observation à faire que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Nous avons reçu à 18h24 un mail de M. Raphaël Charpentier qui ne pouvait pas être présent ce soir et qui souhaitait donner procuration à Véronique Savignac. Donc on prendra acte de cela et je tiens le mail bien sûr à la disposition voilà, de celui qui le demanderait. Il est au secrétariat en bas, mais bien sûr il n'y a aucun problème. Bien. Le conseil municipal lui-même est terminé. J'avais reçu une demande de prise de parole, non pas au titre des... Enfin, c'est une question diverse, mais elle est tellement essentielle et de haute portée. Et donc, voilà, je ne sais pas comment la dénommer. C'est tout simplement, comment dirais-je, une prise de parole qui est demandée par M. Crépel et auquel je passe très volontiers la parole. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie de me laisser la parole pour clôturer ce conseil, car en tant que militant communiste, je souhaite dire quelques mots en ce moment de veillée organisée au fort du Mont-Valérien en la mémoire de Missak Manoukian et de ses 23 camarades de son groupe de résistants communistes. Ils ont tous été abattus par la barbarie nazie le 21 février 1944, excepté Olga Banchik, seule femme qui, à elle, était guillotinée le 10 mai 1944 à Stuttgart. La République honore demain l'action résistante de nombreux étrangers qui ont agi pour défendre la liberté de notre pays. Cette mise à l'honneur est un juste retour pour des immigrés qui, fuyant les dictatures, ont incarné une partie de ce combat. Nous voyons dans leur sacrifice le partage de nos valeurs universalistes et républicaines. Merci à tous. Voilà, je vous remercie chaleureusement, M. Crépel, de cette belle initiative. Et effectivement, on pense en ce moment à tous ceux qui, un jour, ont su être des résistants pour que, tout simplement, nous conservions notre liberté. Voilà, merci à vous. Je pense que donc, ce conseil municipal est ainsi terminé. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je remercie pour la qualité des débats. Je remercie le public et je remercie la presse d'y avoir assisté. Il y a un pot de l'amitié qui est servi au fond de la salle.